où évidemment l'organe chargé des élections était à l'intérieur trophée effectivement des affidés à Monsieur Ouattara. Je pense que ce qui avait soulevé le courroux des partis de l'opposition qui finalement avaient décidé de ne pas participer, quand bien même moi j'étais contre cette stratégie, parce que la chance de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, c'est que à la différence de nous autres au Gabon qui avons un scrutin majoritaire au niveau présidentiel à un tour, la Côte d'Ivoire c'est à 2 tours, et donc c'est une chance inouïe pour l'opposition de battre effectivement le détenteur du pouvoir exécutif. Si ce n'est pas au premier tour, c'est au deuxième tour. Voilà pourquoi j'avais préconisé qu'il y ait au niveau de chaque grande région le Zanzan, le Cavali, les Savanes, qu'il y ait un grand candidat de l'opposition de manière effectivement à récupérer les votes et de manière à empêcher M. Ouattara de se retrouver au deuxième tour. Mais comme par enchantement, il y a eu désistement de la plupart de ces candidats et finalement le peuple a été crossé là-dedans. C'est comme s'il y avait une espèce d'injonction qui avait été donnée de l'au-dedans, l'au-delà, où je ne sais pas d'où ça pouvait venir, pour que ces candidats-là se retirent. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas qualifier de cette élection de démocratique parce que finalement, ces gens ont réussi à ouvrir un boulevard à M. Ouattara. Sur la base de quoi, je ne sais pas. On nous prédisait qu'on allait évidemment empêcher le vote, mais ça n'a pas eu lieu. Le vote a bel et bien eu lieu. Et M. Ouattara, malgré le scrutin qui s'est manifesté, a gagné. Et donc, on va entretenir Monsieur Akoun sur la stratégie. Moi, en tout cas, je vais l'entretenir sur la stratégie du FPI, si finalement elle était bonne ou pas, lorsqu'on regarde le résultat aujourd'hui. Et là, on s'achemine vers une modification de la Constitution pour les élections législatives qui s'en viennent, et surtout aussi pour l'après-Ouattara. Faut comprendre qu'en 2020, le mandat actuel de M. Ouattara va finir, et donc il y a déjà une bagarre en coulisses qui est en train de se faire entre évidemment M. Soro et puis le véritable poulain de M. Ouattara qui est M. Ahmed Bakayoko, sur fond évidemment de crise burkinabé, puisque le coup d'état électoral, la tentative de déstabilisation de la transition au Burkina Faso a vu effectivement la partition d'un des poulains au pouvoir en Côte d'Ivoire en la personne de M. Guillaume Soro. Bien, merci docteur Jacques Okoudou, universitaire canado-gabonais en ligne depuis Québec au Canada. Nous allons donc commencer notre émission spéciale avec notre invité exceptionnel, M. Laurent Akoum. Avant de prendre notre invité, je voudrais, chers auditrices et auditeurs, dire que M. Laurent Akoum est né en 1949. Il a 65-66 ans. C'est un homme politique ivoirien. Professionnellement, c'est un enseignant. Il a été secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, pendant 3 ans, c'est-à-dire de 1980 à 1982. Il est actuellement président intérimaire du Front populaire ivoirien. Alors, en discutant avec beaucoup d'Africains, pas seulement, quand je dis des Africains, pas seulement des Ivoiriens, j'ai pu retenir quelques réactions de ces Africains qui disent que M. Laurent Akoum est un homme honnête dans ses différentes démarches. J'ai retenu l'expression d'homme très courageux, très engagé, qui n'a pas hésité de poser clairement des problèmes minant l'éducation nationale sous le régime Houphouët-Boigny. Donc, homme honnête, homme courageux, ce sont des mots qui sortaient donc des bouches de ces Africains que j'ai pu interroger. Donc, M. Laurent Akoum, comme vous le comprenez, il est un grand homme politique ivoirien. Il a été arrêté le 26 août 2012 pour son implication présumée dans les attaques contre l'armée de son pays, la Côte d'Ivoire, depuis le début, donc je crois que c'était au mois d'août. Il a été également reproché des propos diffamatoires envers le docteur Alassane Ouattara, qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire, propos qu'on a jugés des propos étant des propos très violents,
et qui ont mis, semble-t-il, à mal la réconciliation dans son pays. Alors, nous allons, sans plus attendre, aller du côté de notre invité. Bonjour, Monsieur Laurent Akoum. Bonjour, monsieur. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, je voudrais vous demander comment vous allez. Ben, je vais bien. Je vais bien dans la mesure où, depuis 5 ans au moins, je n'ai pas pu sortir de notre pays. Et la dernière fois que j'ai rempli les conditions, c'est-à-dire les visas par rapport aux différents pays dans lesquels je comptais me rendre, principalement en France, pour aller rendre visite à notre symbole Laurent Gbagbo. Et novembre 2013, j'ai été empêché de sortir du territoire parce que les nouvelles autorités de notre pays ont estimé que je ne remplissais pas les conditions pour sortir. Cela a fait, j'ai obéi à la loi et puis je suis resté jusqu'en décembre 2015, période à laquelle j'ai pu, en remplissant toutes les formalités pour sortir du pays, vis-à-vis des États-Unis, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la France. Et donc, je suis là dans le Maryland, dans la ville de Laurel. Voilà. D'accord. Donc, je me porte bien. Alors, d'accord, très bien. Parfaitement. Alors, je voulais vous poser la question, vous allez m'excuser de cette question. Est-ce que juridiquement, vous êtes habilité à parler au nom du Front populaire ivoirien, votre parti politique? Ah, tout à fait. Parce que je suis membre de la direction de ce parti depuis, disons, une vingtaine d'années au moins, mais mieux depuis le 30 avril 2015, au regard de la situation qui prévalait en notre sein et compte tenu des actes solitaires posés par notre ex-président qui a été exclu de ce parti, nous avons, pour refaire l'unité, remis la direction du parti, la présidence de notre parti au président Laurent Gbagbo. Et dans ce cadre-là, j'assume actuellement la fonction de vice-président, mais président délégué, parce que le président Laurent Gbagbo, évidemment, est momentanément empêché de pouvoir lui-même assumer ses fonctions. Donc je ne suis que délégué dans les fonctions, et cette fonction de cette délégation, qui est une délégation de pouvoir, me vient du président Laurent Gbagbo qui, vous le savez, est dans ce qu'on appelle le quartier pénitentiaire de Scheveningen, dans la région de La Haye. Voilà. Donc j'ai tout le mandat nécessaire pour parler au nom du Front populaire. D'accord, très bien. Nous allons essayer d'avancer puisque vous serez aussi interrogé par les membres du panel, le docteur Jacques Okoïdou depuis Québec au Canada, le docteur Éric Eddy depuis Philadelphie. Nous avons aussi la présence des autres membres du panel. Alors, Monsieur Laurent Akoum, vous faites partie de ces hommes politiques qui font tout pour préserver le Front populaire ivoirien tel que le président Laurent Gbagbo l'avait créé. Alors, je voudrais vous demander, en vous posant cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché durant la gestion de votre pays, sous le règne, bien sûr, du président Laurent Gbagbo? Je voulais parler de la gestion de la rébellion, qui était, vous me permettez l'expression, à la porte du Burkina Faso durant la période de 2002-2010. Ce qui n'a pas marché, en réalité, je ne crois pas que les choses n'aient pas marché. C'est que ceux qui ont armé ces Ivoiriens et Ivoiriennes pour attaquer leur pays dans la nuit du 18 au 19 septembre, ceux-là, conformément à leur vision du monde, estimaient que le président Laurent Gbagbo était insoumis, que le président Laurent Gbagbo allait
alors qu'ils n'avaient pas encore posé ces actes-là, remettre en cause leur domination sur notre pays. Or, vous me permettez que je vous rappelle, et ça c'est inscrit dans l'acte constitutif du Front populaire ivoirien depuis les années 1990, mai 90 exactement, nous nous sommes constitués contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Et ça, quand un homme comme Gbagbo arrive au pouvoir dans un contexte particulier lié à la guerre entre les héritiers d'Oufouette et que les militaires, justement, mettent fin à cette guerre des héritiers, l'élection d'octobre 2000, Laurent Gbagbo n'était pas prévu. Dans les calculs qui ont eu lieu, et vous pouvez réinterroger notre histoire récente, personne, aucune des puissances occidentales à l'époque, ne s'était élevée contre la volonté de feu Robert Guéhi de se porter candidat. Et donc, Laurent Gbagbo était considéré comme du bonifotin. Or, Laurent Gbagbo a des assises. Et depuis les années 70-71, à laquelle moi je l'ai connu en tant qu'élève dans un des lycées d'Abidjan, et que nous avons fait la prison à Séguéla, Laurent Gbagbo est implanté dans son pays. Donc, personne ne voyait Laurent Gbagbo comme vainqueur du scrutin d'octobre, du 22 octobre 2000. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est dans une adversité. Au début, tout le monde disait qu'il va se casser le nez et il ne pourra pas réussir. Il faut dire que dans les années 2000, il y a eu un contexte qui nous a été extrêmement favorable, c'était les socialistes à travers Lionel Jospin qui était au pouvoir dans le cadre de la cohabitation en France. Donc, finalement, nous avons pu passer la période de 2001. Nous, porteurs d'un programme, nous avons fait ce que nous avons appelé la nécessité de nous réconcilier avec les autres Ivoiriens et les Ivoiriens entre eux. Et c'est ça qui a été le forum de la réconciliation dans le dernier trimestre de l'année 2001. Et les choses avaient commencé donc légèrement à s'améliorer au niveau national et international, surtout avec les institutions monétaires internationales. Je me souviens, en 2001, 2002, fin 2001, début 2002, le gouvernement conduit par Pascal Affi-N'Guessan, qui était à l'époque notre président au niveau du Front populaire ivoirien, s'était même rendu à Washington pour renégocier la reprise des échanges avec les institutions qui avaient rompu avec la Côte d'Ivoire. Hein. Rappelez-vous, après les 18 milliards de l'Union européenne qui avaient été, qui s'étaient volatilisés dans le trésor public sous M. Bédier. Donc, personne ne croyait en nous. La guerre qui a été déclarée, financée, soutenue avec la base arrière du Burkina de M. Blaise Compaoré, cette guerre-là était la guerre de ceux qui ne voulaient pas voir un monsieur comme Laurent Gbagbo et une équipe qui voulait compter d'abord sur les forces nationales. C'est ça qui explique cette guerre, ce n'est pas autre chose. Donc, on ne nous a pas attaqué parce que Laurent Gbagbo, en septembre 2002, avait une mauvaise gouvernance. On nous a attaqué parce que ce que nous pensons, ce que nous voulons pour notre pays et pour l'Afrique, cela ne plaisait pas à certains maîtres du monde. Voilà le réel, de mon point de vue. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, M. Laurent Akoum, il y a beaucoup de vos compatriotes qui disent que vous avez commis pas mal d'erreurs au niveau de la gouvernance. Et dans ce sens, je voudrais vous poser la question suivante. Pourquoi avez-vous décidé de donner autant de postes importants à Guillaume Soro? Autrement dit, pourquoi le président Laurent Gbagbo a fait autant de faveurs à Guillaume Soro en le nommant ministre d'État, chargé de la communication, ensuite Premier ministre? Est-ce que ce n'était pas des erreurs de gouvernance de votre part, tout en sachant que M. Guillaume Soro n'avait aucune expérience politique, hein, mais vous avez donné autant de pouvoir?
Est-ce que c'est pas une erreur de votre part? Moi, je répondrai simplement que, vous savez, la paix a un prix qui est extrêmement élevé. Et nous, de notre point de vue, au niveau du Fonds populaire ivoirien, cette paix-là, si elle commande que nous allions à une forme de partage du pouvoir qui nous a été imposée depuis Marcoussi, rappelez-vous, si c'était nécessaire, il fallait le faire. Et c'est ce qui explique. Maintenant, si c'est une erreur, je dirais à la fois oui, c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur parce que la paix n'a pas de prix. Et c'est celui qui a le pouvoir qui doit faire les concessions si nécessaire pour engager son pays dans la voie de la stabilité. Et c'est ce prix-là que le président Gbagbo a mesuré et il a payé. Bon, on connaissait monsieur Sohom Kibafori Guillaume, bien, mais le problème n'était pas là. C'est pas lui en tant que individu qui compte. C'est tout ce qu'il avait, tout ce pour qui il portait ce masque. Sinon, ce n'est pas en tant qu'individu, M. Sohom. C'est en tant que, si vous voulez, ce que nous avons appelé des nageurs dont on ne voyait pas à l'époque le dos. Et puis finalement, on a vu le dos d'un nageur, mais en dessous, comme un iceberg, il y a une partie extrêmement, qui est la plus importante, qui n'affleurait pas. Et bon, on a dû faire cette concession-là. C'est vrai que si vous le prenez aujourd'hui comme étant une erreur, c'est possible. Mais à l'époque, entre 2007, surtout après l'accord de Ouaga, notre pays a retrouvé un minimum de stabilité, de paix, et qui a permis, bien sûr, dans des conditions tout à fait singulières, d'aller vers un processus de réconciliation par un partage du pouvoir que nous n'avons accepté, parce que tout compte fait, si c'est pour l'intérêt de notre peuple, l'intérêt de la communauté ouest-africaine, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas faire cette concession-là. D'accord. Restons un peu dans ce domaine de la gouvernance sous le régime du président Laurent Gbagbo-Koudou. Essayons un peu de revenir sur cet aperçu historique concernant la politique dans votre pays. On parle de Marcoussi. Alors, vous avez certainement été informé qu'il y avait une réaction, je crois, de M. Mamadou Koulibaly à Marcoussi. Moi, je voudrais vous demander ceci. Que pensez-vous de cette réaction de Mamadou Koulibaly? Autrement dit, pourquoi M. Hafid Besson, je pense qu'il représentait votre formation politique, n'avait-il pas suivi Mamadou Koulibaly? Écoutez, il serait difficile de répondre à la place du président Mamadou Koulibaly, qui, je rappelle... Vous avez eu au moins, vous avez eu un débat après sur ce qui s'était passé suite à cette réaction. Oui, nous avons eu un débat et c'est aussi une des données de notre histoire où, à un moment ou à un autre, il y a eu ce que nous appelons des démarches très solitaires qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus au sein de la direction du Fonds populaire ivoirien. Et la démarche du président Mamadou Koulibaly à l'époque a été positivement appréciée par une bonne partie de l'équipe dirigeante du Fonds populaire ivoirien et de toutes les forces démocratiques et surtout patriotiques qui œuvraient pour que notre pays, ne serait-ce que redevienne un pays relativement stable pour amorcer un développement que nous souhaitons durable. Voilà. Donc, bon, ce qui s'est passé à Marcoussi à cette époque-là, voilà comment ça a été apprécié. Et personnellement, j'étais d'accord avec la position du président Mamadou Koulibaly. Parce que tel que c'était parti, et c'est ce qui explique toute notre histoire de janvier 2003 jusque, disons, à octobre 2000, disons, octobre 2007, mars-avril 2007, c'est-à-dire jusqu'à l'accord de Ouaga, tout ce qui s'est passé dans l'intérim était toujours mu par les prémices qui ont été posées à Marcoussi
au forceps par les dirigeants français à l'époque. Monsieur Chirac, Monsieur de Villepin étaient les maîtres d'œuvre de ce processus pour nous imposer, bien sûr, un partage de pouvoir, pour nous imposer des révisions constitutionnelles qui en réalité n'ont pas eu lieu, etc. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais ça, c'était une époque. Très bien. Avant... Et c'est pour reprendre la main, excusez-moi, c'est pour reprendre la main que l'accord, le processus de négociation à Ouaga, avec les acteurs directs de la rébellion, dont le chef de file était M. Soro, que ce processus a été enclenché et accepté par l'ensemble de la classe politique ivoirienne, principalement, bien sûr, par le FPI. Voilà. D'accord. Deux dernières questions avant d'aller du côté de l'Amérique du Nord, pour prendre les membres du panel. Alors, Monsieur Laurent Akoum, si je vous demandais pour vous, qu'est-ce qui différencie la politique menée par le président Laurent Gbagbo Koudou et celle du président actuel, le docteur Alassane Ouattara? Ben, c'est simple, nous n'appartenons pas à la même disons, école politique. Nous voulons que... C'est-à-dire, c'est quoi votre école? J'en arrive. M. Ouattara se réclame du néolibéralisme. Nous sommes pour une économie sociale de marché et nous ne voulons pas transformer notre société en marchandise. Voilà ce qui fait la différence. C'est-à-dire que nous estimons que il est juste. Aujourd'hui, on parle de la sociodémocratie. Est-ce que ça vous intéresse pas? Si. Est-ce que le docteur Alassane Ouattara ne fait pas de la est-ce qu'il ne fait pas de la sociodémocratie, la social-démocratie, si vous voulez, le docteur Alassane Ouattara? Pas du tout. Pas du tout. Parce que regardez les privatisations. Si vous avez suivi ces derniers temps là. La banque de l'habitat en Côte d'Ivoire est en train d'être privatisée comme d'autres banques qui sont du patrimoine national. Nous ne parlons pas de privatiser notre économie. Nous parlons de donner le plus de chance au grand nombre d'être des acteurs et que ces acteurs-là puissent compter et jouer leur rôle dans le processus de développement et non assister au bord de l'autoroute, dans les caniveaux, et que un petit nombre soit sur l'autoroute. Voici ce qui fait notre différence. Monsieur Ouattara parle dans son économie du marché. Et nous sommes d'accord pour le marché. Mais c'est pas le marché qui fait l'économie. C'est les travailleurs pris en compte. C'est le grand nombre d'hommes et de femmes qui peut avoir accès à des soins de santé de qualité. Des hommes et des femmes qui vont aller à l'école, parce qu'il faut investir dans la formation des hommes et des femmes pour que demain, notre pays, dans le Conseil de la Nation, puisse apporter sa contribution. Mais ce n'est pas attendre par un endettement éhonté, puisque vous savez à quel niveau se trouve le taux d'endettement de notre pays aujourd'hui. Entre 2010 et ce jour-là, vous pouvez mesurer, malgré les efforts que nous avions faits en termes de réduction de la pauvreté, aujourd'hui, dans notre pays, plus de 50% des Ivoiriens vivent avec moins d'$1. Et à ce rythme-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce n'est pas vrai. M. Ouattara met l'accent sur les multinationales qui doivent continuer d'avoir le maximum de bénéfices et même de plus-value. Nous disons que oui, ces multinationales peuvent venir dans notre pays, les cadres seront créés, mais c'est pas sur elles que nous pourrons compter uniquement pour nous développer. Nous devons mettre l'accent, s'il le faut, sur un entrepreneuriat national capable de soutenir l'effort national, donc de redistribuer sur place, et que les autres viennent aussi, puisque le monde est ouvert. Voilà un peu ce que nous disons. Donc nous ne sommes pas du tout à la même école en matière de développement socio-économique. Pas du tout.
Mais lui-même l'a dit, et vous savez, lorsqu'il a été, il a été élu, et que des gens posaient la question de savoir il allait aller dans un gouvernement d'union nationale, il dit il n'a que faire des socialo-marxistes dans son gouvernement. C'est clair. Si nous étions de la même école, il n'y a pas de différence. C'est pas qu'il sait que nous sommes de la même école, et il sait pertinemment également que ce n'est pas ainsi que, pour lui, il entend la question de la réconciliation. Parce que dans de nombreux pays au monde, ça se voit, lorsque la situation nationale commande que la communauté se mobilise tout entière vers des objectifs de développement, on passe des accords. On peut être de droite ou de gauche ou de centre-gauche et se mettre d'accord pour refonder. C'est le terme que nous utilisons depuis que nous étions d'affaires et que nous continuons. Nous croyons que dans notre pays, il faut refonder les bases de notre développement. D'accord. Et votre sentiment sur la détention provisoire du président Laurent Gbagbo Koudou depuis, je crois, le 30 novembre 2011. C'est une injustice intolérable. C'est une injustice intolérable. Oui, mais est-ce que son procès qui sera en pleine lumière, permettez mon expression, sera l'heure de vérité qui va sonner? Ben écoutez, comme disent les Anglais, wait and see. Nous estimons que c'est une injustice. Nous estimons que le président Laurent Gbagbo, en novembre 2010, a gagné les élections, et les faits sont là. Et que c'est justement parce que cette injustice a été faite à une partie de notre population, que la question de la réconciliation demeure la question centrale aujourd'hui qui se pose à ceux qui aujourd'hui sont aux affaires. Il y a deux Côte d'Ivoire. Il y a ceux qui estiment que tout va bien, et puis il y a ceux qui estiment que les choses ne vont pas aussi bien qu'on le dit, malgré la pub, etc., et la com. Voilà. D'accord, très bien. Alors, dernière question avant d'aller du côté des autres membres du panel. Monsieur Laurent Akoum, je vous connaissez bien, Monsieur Guillaume Soro, puisque c'est votre compatriote, qui dit ceci, je cite, « Je suis un homme de mission. Vous, en tant qu'enseignant, comment expliquez-vous cette expression « je suis un homme de mission » ? Dans la langue de Molière, est-ce que ça veut dire qu'il est mandataire ? Si tel est le cas, finalement, est-il mandataire de qui ? C'est la question qui reste aujourd'hui posée, mais seulement quand on regarde, on voit bien qu'il porte son mandant, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, plus qu'hier, ne se reconnaît pas en lui, puisque monsieur Soro, lors des dernières consultations, a aussi fait campagne pour son mentor. Il a appelé les hommes et les femmes à aller, par exemple, retirer leurs documents électoraux. Il n'y a pas eu plus de 10% d'hommes et de femmes. Donc il ne porte pas le mandat de ce peuple souverain, pour lequel nous avons beaucoup de respect et qui souvent nous écoute un peu plus que l'autre. Voilà ce que je peux dire. C'est vraiment un homme de mission, mais quelle mission et pour quels intérêts, c'est lui seul qui pourra le dire. Mais nous croyons savoir. Nous croyons savoir et nous pensons que le temps viendra où on saura davantage quelle mission et qui lui donne ce mandat de missionnaire. Voilà. D'accord. Bien. Merci, Monsieur Laurent Akoum, pour toutes ces réponses. Nous allons aller donc du côté des membres du panel. Nous avons le docteur Eric Eddy en ligne, le docteur Jacques Okoyedou également, Monsieur Ngeta Basile et Monsieur Adjei Laurent qui sont également en ligne. Alors, nous allons d'abord prendre le docteur Eric Eddy depuis Philadelphie. Bonjour, docteur Eric Eddy.
Votre question ou bien vos questions? Docteur Mouketou, bonjour. 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 Oui, simplement, je suis à l'écoute au nom du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le CACI. Je voulais donc souhaiter la bienvenue au camarade Laurent Akoun, ce grand combattant, infatigable de lutte, personnage dont le nom, en tout cas, nous est parvenu dans nos oreilles depuis que nous étions encore dans les collèges et lycées de Côte d'Ivoire. Donc, je le salue. Et je reste à l'écoute. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais je voulais simplement le saluer au nom de tous les camarades. Nous restons à l'écoute et puis certainement nous reviendrons si nous avons d'autres questions pour des clarifications éventuelles. D'accord, très bien. Merci, Docteur Chakokwe. Merci. Oui, docteur Mouketou. D'accord, bien. Docteur Chakokwe, vos questions? Oui, docteur Mouketou, écoutez, moi j'ai 4 questions à poser à monsieur Akoun. Évidemment, je pourrais rebondir sur les réponses qu'il me donnera. Mais avant que de les poser, j'aimerais d'abord lui souhaiter évidemment joyeuses fêtes de Noël qui vient de passer et puis surtout du Nouvel An et que la paix du Christ soit avec lui comme avec tous les Ivoiriens, tous les Africains qui nous écoutent de partout dans le monde. Mais merci, docteur, à vous aussi en retour. Joyeuse fête de la nativité, fête de la famille, bien sûr, mais aussi et surtout, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et du nouvel an. Comme on n'aura peut-être pas encore ce média pour pouvoir formuler nos vœux, mais que vous ayez une excellente santé, vous et votre famille. Merci beaucoup, monsieur Akoun. Ceci dit, monsieur Akoun, écoutez, comme je vous l'ai dit tantôt, je vous poserai 4 questions. En tout et pour tout. La dernière, évidemment, aura trait à l'économie, puisque je vous ai entendu développer sur le marché, mais ce sera la dernière, ce sera beaucoup plus, évidemment, un échange qu'on fera. Mais la première question, elle a trait, évidemment, à la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, qui vient, évidemment, d'avoir lieu et qui a consacré, évidemment, monsieur Ouattara vainqueur. Alors, ma question est celle-ci, c'est pas à vous en tant que tel que je vous pose, mais surtout au FPI, que vous incarnez comme, évidemment, un des chefs de ce parti. Est-ce que le FPI n'a pas commis une grave erreur en pratiquant la politique de la chaise vide au sens d'ouvrir un boulevard à monsieur Ouattara, sachant que le Gabon a quelque chose à envier à la Côte d'Ivoire, c'est que vous avez un scrutin majoritaire au niveau de la présidentielle, un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Alors moi j'avais préconisé que évidemment les candidats de l'opposition maillent le pays dans toutes les grandes régions, que ce soit dans le Cavalu, le Zanzan, les Savanes et compagnie, de manière à récupérer le vote et empêcher M. Ouattara d'accéder au deuxième tour, ou même d'être battu au deuxième tour au cas où il aurait accédé au deuxième tour. Alors, est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité en ayant ouvert, en ayant effectivement créé un boulevard à monsieur Ouattara qui a été élu, évidemment, sans trop d'efforts, juste parce que les opposants. D'ailleurs, je vous ai entendu parler tout à l'heure dans un discours que vous avez tenu, vous l'avez reconnu, que c'est vous qui l'avez fait gagner, et c'est pas lui qui a gagné en tant que tel. Écoutez, à cette question, je répondrai: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le processus électoral qui s'est déroulé le 25 octobre dernier était un processus pipé en amont et en aval. En amont, tout le procès à travers la commission électorale indépendante, la cartographie électorale, le listing électoral et les commissions, les dénombrements de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, tout ce processus était pipé en amont. C'est-à-dire que M. Ouattara, c'est de manière unilatérale, non seulement au niveau de la commission, de ses démembrements, mais également des inscriptions sur la liste électorale, a décidé seul. Contrairement à tous les avis, en particulier dans les années vers le début de l'année 2013, une des résolutions de l'ONU recommandait que de manière consensuelle, le pouvoir et l'opposition s'entendent sur ces questions électorales. Il y a même eu, et j'ai pu y assister,
après, à partir de 2014, une des agences du Parti démocrate américain, qu'on appelle le NDI, a même été commis par le pouvoir d'Abidjan afin de réfléchir sur l'ensemble de ces questions. Et tout le monde a préconisé que la première condition qu'il fallait réunir, c'était la question de la réconciliation des Ivoiriens, et donc que d'avoir une démarche consensuelle. Une démarche consensuelle ne veut pas dire une démarche égalitaire, ne veut pas dire une démarche 50-50, pas du tout. Que pour l'ensemble de ce processus-là, opposition et pouvoir devaient se mettre d'accord sur un minimum. Ce que les Américains ici vous le disent si bien, c'est le compromis. Un compromis, ce n'est ni moi ni toi. Mais c'est ce qui peut permettre au pays de retrouver des bases minimales pour avancer dans un processus de développement. Ça n'a pas été le cas. En amont, il a verrouillé. C'est lui qui a décidé les lois, le découpage, etc. Dans toutes les commissions, excusez-moi, c'est le camp de M. Ouattara qui domine, qui préside, qui décide, qui fait tout. Les autres sont allés l'accompagner. Au niveau de l'organe qui est habilité à dire en dernier ressort, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, ce sont M. Ouattara et ses hommes qui y sont. Et vous avez vu que pour valider sa candidature, il y a eu un nouveau concept juridico-mathématique qui a été inventé. Ça s'appelle, il est candidat par dérivation. Je ne suis pas matheux, mais une dérivée vient d'une fonction principale, je ne sais pas laquelle, et on n'a pas besoin. C'est-à-dire, au mépris, de la règle du consensus, on a verrouillé, au mépris de la volonté des acteurs de participer à un procès, on a tout bouclé. Mais au niveau de l'opposition, vous vous avez demandé si c'était pas une erreur du FPI. Non, pas. L'erreur, si nous l'avons peut-être perçue, mais dès le 15 mai 2015, avec d'autres acteurs politiques, des personnalités comme l'ancien Premier ministre Jacques Onabani, l'ancien ministre des Affaires étrangères Sou Fouette, qui a présidé l'Assemblée générale des Nations unies au niveau du Conseil de sécurité, puis en tant que membre non permanent, il s'agit du ministre Essi Amara, ce sont des acteurs. Il y a même le député de Port-Boué, M. Kouadio Konan Bertin, ces personnalités, et d'autres partis politiques, dont celui du professeur Mamadou Koulibaly, le leader, nous avons formé une coalition nationale pour le changement. Et exiger ces conditions, appeler à discuter pour qu'on s'entende pour des élections apaisées, mais transparentes. Monsieur le chef de l'État n'a jamais accepté de discuter avec qui que ce soit. Parce que, il est tout puissant. Mais justement, donc, oui. C'est pour cela qu'à notre corps descendant, nous avons d'abord l'ancien mot d'ordre d'empêcher les élections. Mais démocratiquement, nous n'avons pas baissé les bras et appelé, compte tenu de la volonté de faire un passage en force, appeler l'opinion ivoirienne et les électeurs ivoiriens à s'abstenir de s'inscrire dans cette mascarade d'élection. Et vous avez vu que même lui et son camp reconnaissaient que l'enjeu des élections du 25 octobre, c'était le taux de participation. Et vous avez vu comment ils ont dû tuer pendant au moins 3 jours pour pouvoir s'accorder sur un taux de participation. Or, le taux de participation, on sait le nombre d'inscrits, on connaît le nombre de votants. Immédiatement, à la fin de la journée, on sait combien ont participé. Nous avons ce taux et il n'excède pas les 11%. Donc, 89% des Ivoiriens ont rejeté M. Ouattara en tant que président élu. Bon, mais nous sommes des
les démocrates, nous sommes respectueux de la loi. Pour le moment, c'est lui qui est là. Voilà ce que nous disons. Mais c'est peut-être qu'on peut comprendre notre démarche comme étant une erreur, c'est possible. Mais ce que je voudrais quand même qu'on note, le fond, c'est que de 2011 à 2015, la terreur était au quotidien dans notre pays. Et ça, voilà le fond. C'est ce que je voudrais juste dire comme réponse. Je pense que je n'ai pas été trop long, mais c'est vraiment pour vous donner quelques éléments, comme vous êtes un analyste, pour que vous essayiez de voir. Oui, monsieur Akoun, en tant qu'analyste, nous, quand on fait effectivement l'analyse d'un acte politique ou un acte économique, on regarde aussi par rapport au résultat final. Le résultat final nous montre que monsieur Ouattara, malheureusement pour nous autres et heureusement pour évidemment les gens de son camp, il a pu accéder au pouvoir et cela pour 5 ans et avec en perspective une modification de la Constitution qui peut évidemment avantager énormément son camp et jouer énormément pour la suite des choses en Côte d'Ivoire. Je pense que, au risque de me tromper aussi, vous aviez créé un bon front qui regroupait beaucoup effectivement de candidats. Vous auriez pu empêcher ce vote, si ce n'est évidemment mettre en place des comités de surveillance partout pour aller à l'élection et protéger le vote, quitte à créer une crise politique comme il a fait. Voilà un peu mon sentiment. Bien, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, comment prévoyez-vous empêcher M. Ouattara, puisqu'il a maintenant le pouvoir exécutif, il s'apprête à modifier la Constitution pour aller vers des élections législatives, je pense, si je ne me trompe. Comment prévoyez-vous empêcher M. Ouattara d'avoir aussi la même mise sur le pouvoir législatif, de manière à ce que vous puissiez au moins avoir ce pouvoir entre vos mains et puissiez jouer un contrepoids au pouvoir exécutif afin qu'il n'ait pas la même mise sur tous les leviers de la gouverne et qu'il ne gère pas évidemment finalement la Côte d'Ivoire comme une épicerie. Est-ce que vous comptez encore faire la politique de la chaise vide aux futures élections législatives ou comptez-vous aller à ces élections malgré que M. Ouattara soit au pouvoir? Tout à fait. Et je voudrais d'abord rappeler que nous, en tant que formation politique, avons affirmé et continuons d'affirmer que c'est par les urnes que nous reviendrons aux affaires. Ça, c'est un. Donc, nous ne faisons pas la politique de la chaise vide et nous ne ferons pas la politique de la chaise vide. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous devons, avec les d'autres acteurs en alliance, nous battre pour réunir des conditions d'une élection juste et transparente. Ces conditions sont de 3 ordres. La première condition, ce sont des conditions que je peux appeler politiques. C'est la question de la réconciliation. Nous avons aujourd'hui en prison, certains des nôtres, environ 422. Bon, depuis le jeudi dernier, il y a eu environ 26 qui ont été élargis et parmi eux, un de nos cadres, le professeur Sébastien Daman-Viguier, qui a été ministre à l'époque sous Laurent Gbagbo. Donc 26 ont été élargis. Il y a encore, donc 422 moins 26, vous voyez qu'il y a plus de 380 et quelques de nos camarades qui sont encore en prison. Ça, c'est la première condition, c'est libérer les prisonniers d'opinion qui, depuis environ 4 ans, sinon 5 ans bientôt, sont dans les geôles et sans jugement. La deuxième, toujours au plan politique, nous avons plusieurs milliers de nos compatriotes qui, depuis avril 2011, vivent en exil dans la sous-région, principalement au Libéria, au Ghana, mais on a aussi des compatriotes qui sont au Togo, au Bénin, dans des camps, dans des conditions inacceptables. Il faut que ces camarades, ces Ivoiriens, ces compatriotes et surtout nos cadres politiques qui sont au Ghana puissent revenir pour qu'ils participent au jeu et au procès démocratique dans notre pays. Nous pensons que c'est le minimum. À cela, avant cela et tout, nous continuons d'exiger la libération sans condition du président Laurent Gbagbo, avec ou sans procès. Nous disons qu'il est injustement incarcéré, il doit sortir de prison. Sa place n'est pas à La Haye.
sa place est en Côte d'Ivoire pour qu'il apporte sa contribution en tant que notre leader, notre symbole à tout le processus de développement et d'un développement durable. Voilà la première condition politique, donc la réconciliation. La deuxième condition, ce sont les conditions techniques. Il s'agit principalement de la commission électorale indépendante, avec bien sûr les questions de découpage. Savez-vous que dès novembre 2011, M. Ouattara a ajouté 30 nouveaux sièges dans le découpage antérieur, et sur ces 30 nouveaux sièges, dans sa région, toute la région septentrionale de notre pays, il a au moins 60 à 70 sièges captifs. De quel droit? Si c'était un rapport pour déterminer un siège chez nous, nous avions posé deux bases, deux conditions, deux critères, le critère superficie et le critère démographie. Mais là où aujourd'hui les 60 sièges captifs au niveau, par exemple, des élections législatives, M. Ouattara ne repose sur aucun des critères. Ce n'est pas la superficie, ce n'est pas la population. Puisque le dernier recensement de la population, qui date, selon ce qu'ils ont fait, je crois, avril-juin 2014, et dont les résultats viennent d'être publiés, ces derniers résultats montrent que au moins les trois quarts de la population ivoirienne vivent dans la zone forestière. Donc ce n'est pas dans la partie septentrionale qu'on peut avoir autant de sièges gratuitement offerts pour le compte d'un parti politique. Donc cette condition de reformer véritablement la commission électorale et tous les outils de mesure d'un scrutin qui se veut juste et transparent, nous devons nous attaquer à cela. La troisième condition, elle est d'ordre sécuritaire. Dans notre pays, or, on a l'art de dire, dans tous les pays du monde, il y a des crimes. Dans notre pays, c'est pas ça. C'est qu'il y a des hommes, des supplétifs du parti de M. Ouattara, qu'on appelle des dozos, des ex-combattants, etc., qui se promènent partout et qui font la loi à tout instant. Sans compter, bien sûr, ceux qu'on appelle la formation, qu'on appelle les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui est une formation composée des ex-rebelles principalement. Alors, dans ces conditions, on va à quelle élection? À tout instant, quelqu'un peut venir avec des kalachnikovs, donc des armes de guerre, et interrompre un processus. À tout instant, on peut vous empêcher de faire campagne. Aujourd'hui, c'est parce que il n'y a pas eu de violence, comme on le dit, entre guillemets, parce que c'est ceux qui sont les auteurs de la violence, là, c'est-à-dire le RDR et ses supplétifs, qui organisaient et qui étaient candidats. Il s'agissait de la présidentielle. Mais demain, lorsque dans chacune des circonscriptions, des candidats du Front populaire ivoirien qui vont se présenter et qui vont gagner, il suffit d'un coup de fusil, et puis tout est remis en question. Nous estimons que voici, sans aller au-delà, les trois conditions pour le moment sur lesquelles nous entendons mener le combat et sensibiliser pour que nous puissions parvenir à un minimum pour aller à ces scrutins. Donc nous irons aux élections, mais nous nous battrons pour que les conditions soient réunies afin que nous puissions participer. Voilà ce que je voulais donc dire. Donc on ne laissera pas faire, on se battra. Mais évidemment, on avisera, et c'est ce que le FPI dit. Troisième question. Question, docteur Jacques Coué. Oui, troisième question. Rapidement, oui. Oui, j'irai étape par étape. Troisième question. Vous savez, monsieur Akoun, qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre évidemment monsieur Compaoré, mais en même temps,
on parle effectivement de monsieur Soro impliqué dans la tentative d'arrêt du processus de démocratisation du Burkina Faso. Je voulais vous poser la question de savoir si vous êtes du même avis que monsieur Affi N'Guessan, qui demande à monsieur Ouattara de procéder justement à l'arrêt ou du moins à la démission de monsieur Soro de sa fonction de président de l'Assemblée nationale, ou est-ce que vous ne voyez pas derrière cela, évidemment qu'il y a des écoutes, on parle de Jimmy Bassolé avec monsieur Soro, est-ce que vous ne voyez pas dans cela un stratagème de la part de monsieur Ouattara pour disqualifier monsieur Soro quant à évidemment, à la suite des événements, vous savez qu'en 2020, c'est la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire et qu'il y a en arrière, évidemment, une bataille rangée déjà, que se livrent monsieur Soro et monsieur Ahmed Bakayoko, qui en réalité est le véritable poulain de monsieur Ouattara pour lui succéder en 2020. Alors, est-ce que vous êtes d'avis de monsieur Affi N'Guessan de procéder à la démission et à l'arrestation de monsieur Soro, qui doit répondre évidemment de ses actes ou pas? C'est ça le but de la question. Nous pensons que c'est une question qui à la fois regarde la Côte d'Ivoire, justement aussi le dossier burkinabé dans l'ensemble, parce que le peuple burkinabé a montré que lorsqu'un peuple est déterminé, il est debout, il peut faire avancer l'histoire de son pays. Et c'est vraiment avec beaucoup de respect que nous suivons ce qui se passe au Burkina. Quant à ces aspects que vous évoquez, nous estimons également que Monsieur Soro ou tout autre responsable au niveau du Rassemblement des Républicains, c'est vraiment leur affaire. Le peuple ivoirien, lui, il doit se battre dans le respect, bien sûr, des lois des pays dans lesquels il se trouve dans l'espace de la CEDEAO. Mais ça, c'est d'abord une question qui interpelle à la fois les Burkinabés, mais la question de M. Soro interpelle aussi et surtout son camp, et c'est à eux de nous proposer. Mais à supposer que nous proposions, comme l'autre l'a proposé, une démission, etc., quelle avancée nous aurons? C'est-à-dire que nous prendrons fait et cause pour l'un contre l'autre dans leur guerre de succession, mais c'est une affaire des héritiers, parce que tous ceux-là font partie de ce que j'ai appelé initialement, lorsque le journaliste qui nous a fait l'amitié de nous passer cette antenne nous a interrogés, c'est toujours la guerre des héritiers. Pour moi, voilà ce que je pense que, comme vous êtes un analyste, je voudrais que vous reteniez. Depuis la fin des années 80, en Côte d'Ivoire, nous sommes à la fin d'une époque. Et la fin d'une époque, évidemment, a commencé avec lorsque M. Ouattara a fait intrusion dans la scène politique ivoirienne, lorsqu'il a tenté, à la mort de Feu Fouet, de confisquer le pouvoir, il est revenu, il n'a pas, peut-être avec les militaires, en 2000, réussi, et puis, bon, petit à petit, mais c'est la fin d'une époque. La fin d'une époque où le pouvoir des héritiers est aujourd'hui de plus en plus contesté par de nouvelles générations de politiques, dont Laurent Gbagbo en tête, de ceux qui estiment que dans ce pays-là, on peut être fils d'un homme de classe moyenne, et si la communauté nationale, de par le travail et non de par sa fortune, peut aider, parce qu'on n'est pas dans un système militaire, peut aider à ouvrir des voies pour le développement de ce pays et aussi de la sous-région, pourquoi pas? Or, tous ceux que vous voyez là, ce sont des gens qui sont des héritiers, dont les fortunes, je ne sais pas, je ne peux pas les mesurer. Maintenant, comment ils ont acquis ces fortunes? Pour certains, il y a eu des casses, mais pour d'autres, il y a eu autre chose aussi. Donc, c'est ce combat-là. Nous ne sommes pas intéressés par ce combat. Ce qui nous intéresse, c'est les lois du pays, la constitution du pays, son respect. Et quand je parle de la constitution de notre pays, c'est que le pouvoir actuel doit comprendre que le SPI est un contre-pouvoir institutionnel, une association privée d'intérêt public, c'est-à-dire qui veut le pouvoir pour le grand nombre et pour l'ensemble des citoyens,
et que ce qui se passe au FPI n'a pas à mettre son nez dedans. Parce que le FPI est déjà un banc d'expérimentation et de mise en application des règles démocratiques qui ne sont pas achevées, mais dès l'instant où un pouvoir se choisit une opposition, se choisit un opposant, dit-il, principal, qui n'est en réalité que celui qu'il veut, nous ne comprenons pas dans quel jeu nous sommes. Mais nous le comprenons, parce que historiquement, nous comprenons d'où ça vient. Ce que je voudrais ajouter, vous avez parlé des enjeux de la guerre potentielle de succession entre certains que vous appeliez des héritiers. Je crois que vous allez un peu trop vite en besogne. Observez bien, au sein du RDR, je ne crois pas que ce soit celui que vous avez nommé comme étant le challenger adversaire de M. Soro que vous avez bien désigné. Observez, vous allez voir. Parce que je crois que vous aurez des surprises. Mais nous préparons. Dans le combat que nous voulons faire pour des élections justes et transparentes, un référendum étant une forme d'élection, nous préparons pour que nous puissions faire échec à toute volonté de manipuler et de transformer ou de réformer par la violence ou par la ruse la constitution de notre pays. Et là-dessus, vous pouvez nous faire confiance. Nous nous donnerons les moyens démocratiques et légaux de faire obstacle à toute cette volonté de préparer, comme on le dit, une succession parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des amis entre guillemets puissants dans le monde. Nous comptons sur le peuple ivoirien, sur nos amis africains et sur les démocrates du monde. Voilà, ça c'est vraiment notre réseau. Ok, dernière question. En fait, c'est pas vraiment une question en tant que telle, c'est votre procès sur le marché. Je suis économiste à la base, donc je vous pose la question parce que je suis en même temps économiste, même si je fais aussi des études par ailleurs. Vous avez fait le procès du marché en lui attribuant beaucoup de méfaits. Or, il se trouve que le marché, certes, a des limites. Évidemment que le marché a des limites et c'est pas toujours l'équité que l'on veut, mais le marché permet aussi quand même de bonnes choses. Le marché, c'est quand même la meilleure forme d'allocation des ressources, au sens où le marché, lorsqu'il est concurrentiel, j'entends, et surtout lorsqu'il est réglementé par la suite, ça permet quand même, évidemment, les agents économiques de maximiser leurs fonctions objectives. C'est dans le marché qu'on retrouve cela, où évidemment AMS et CMS égalisent et que le bien-être collectif est le plus intensifié, le plus maximisé, mais à la condition de réglementer. Et je pense à ce niveau que c'est parce qu'on va permettre justement l'initiative privée, parce que l'État n'a pas vocation à tout faire, l'État n'a pas vocation à faire des bois de sardines, c'est parce qu'en permettant l'initiative privée que l'on va justement s'attirer de la création de richesses, la création des recettes publiques que l'État va évidemment percevoir pour pouvoir faire des investissements structurants, lesquels vont stimuler à nouveau d'autres investisseurs à venir s'installer. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes allé un peu trop fort sur le marché? Est-ce que M. Ouattara, pour une fois que je peux être en sa faveur, n'a pas, peut-être que lui-même ne le voit pas comme ça, parce que souvent, vous savez, il y a des gens qui s'affublent de titres de docteur en ceci, semblent toujours maîtriser la chose en profondeur. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en développant le marché, l'initiative privée, l'État s'enrichirait et percevrait des ressources pour justement financer les écoles, les routes, les hôpitaux, l'électrification du pays, qui sont des facteurs de localisation, d'attraction de l'investissement et évidemment de localisation dans le pays et donc de développement du pays. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plutôt symbiose entre le marché et l'État et pas antagonisme comme je vous ai entendu dire tout à l'heure en tapant fort sur le marché? Oui, bon, écoutez, peut-être que j'ai peut-être été excessif, mais tel que vous développez, à savoir que la régulation du marché, il n'y a pas de problème. La réglementation, pas la réglementation. Oui, on peut pas. La réglementation du réglementation. Marché, je parlais de la régulation. Oui, la réglementation, oui. Mais je ne crois pas tout à fait que le marché tel qu'il est développé
par nos gouvernants actuels, soit le marché qui donne des chances au privé, mais surtout aux privés nationaux. Parce qu'il n'y a pas de développement sans que les nationaux aient une part des possibilités d'investissement. Si nous ne comptons que sur ce qui va venir de l'extérieur, ce que je ne nie pas et qui doit être tout à fait important, mais comptons sur d'abord les nationaux. Vous voyez, c'est cette vision-là que nous, au niveau du Fonds populaire ivoirien, au niveau de l'économie, nous parlons de l'économie sociale de marché. C'est-à-dire la part, comme vous l'avez dit, des investissements que l'État cet investissement va structurer la vie économique et permettre à ceux qui peuvent et ceux qui veulent mettre leurs ressources pour leurs affaires et trouver un cadre, pas seulement un cadre macro, mais il y a aussi le cadre juridique. Il y a aussi le cadre juridique. Quand un homme d'affaires qui vient avec quelques sous les place et puis face à une difficulté devant des juridictions, c'est pas à quelle fin se vouer, vous voyez bien, parce que aujourd'hui, ce qui se passe chez nous, c'est plus ce que je peux appeler une économie patrimoniale. Regardez, mon regard, les 3/4 des entreprises, même qui se disent nationales, en réalité, c'est dans l'entourage de ceux qui sont aux affaires. Ils sont à la fois hommes d'affaires, délit d'initié, je n'ose pas dire ça, mais c'est tout comme, et puis c'est en même temps eux qui vendent et qui rachètent. Ça, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 90. Quand quelques gens sont arrivés, ils vendaient, ils rachetaient. Donc, vous voyez, c'est difficile à comprendre. Sinon, contre le marché, on ne peut pas. Rassurez-vous, je suis socialiste, certes, mais le marché est une donnée sur laquelle je ne peux pas non plus dire non. Mais j'estime que si ce marché, il y a une réglementation et que la loi est la même pour tous et que chacun de nous obéit à cette loi-là, moi je pense que ce marché-là, il peut aider aussi à faire avancer nos économies. Et nos économies doivent compter sur des nationaux. Qui soient des donc nationaux. Vous êtes pour la social-démocratie, c'est bien ça? Oui. L'expression est peut-être celle qui est à la mode, mais nous on utilisait l'expression il y a quelque temps de l'économie sociale de marché. Mais en réalité, c'est les Allemands qui l'ont inventé, c'est pas vraiment nous. Nous avons récupéré avec la SPD de l'Allemagne quelques-uns des concepts qui nous permettaient de mieux cadrer avec la situation de notre pays. Voilà. D'accord. En fait, il est pour l'économie mixte. Merci, docteur. Oui, docteur Jacques Okoyedou, rapidement, nous allons vous répondre à la fin de cette interview j'en ai pour fini. le commentaire des différentes réponses que notre invité est en train de présenter rapidement. Oui. Non, j'ai fini, docteur Mouketou, et puis je réitère mes félicitations et remerciements à M. Akoun. Bien, oui. Merci, docteur Jacques Okoyedou. Voilà, nous allons aller du côté de M. Basir Ngeta. M. Basir Ngeta, bonjour. M. Basir Ngeta va poser donc quelques questions à notre invité, qui est M. Laurent Akoum, président intérimaire du Fonds populaire ivoirien. M. Basir Ngeta, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Très bien. Monsieur Bazingita, on me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Nous allons aller du côté de Monsieur Raphaël Badinga. Monsieur Raphaël Badinga, bonjour. Oui, bonjour, docteur Mouketou. J'espère que vous m'entendez. Hein. On vous entend parfaitement. Vous avez Monsieur Laurent Akoum, du président intérimaire du Front populaire ivoirien, parti du président Laurent Gbagbo Koudou. Oui, en tout cas, je remercie l'intervention brillante de Monsieur le président délégué du SPI. Bon, en tant que délégué, en tant que président délégué du parti
ce serait là ma question. Que reste-t-il en réalité du Front populaire ivoirien quand on sait que M. Affi N'Guessan est parti, le professeur Mamadou Koulibaly est aussi parti, et qu'une grande frange de la tête du parti se trouve en prison, dont, par exemple, Simone Gbagbo, dont on n'entend pas souvent parler, et même, d'ailleurs, c'est une occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions dans lesquelles elle se retrouve aujourd'hui avec plus d'une vingtaine d'années ou 60 ans d'emprisonnement selon le jugement qui a été passé à Abidjan? Et la deuxième question, si vous permettez, puisque nous allons au pas de course, vous nous avez dit que, étant au pouvoir, le FPI étant au pouvoir, s'était constitué contre toute domination sur la Côte d'Ivoire. Mais, alors maintenant, est-ce que, avec un peu de recul, vous ne trouvez pas que c'est un slogan, c'est une attitude qui ne vend pas très bien votre façon de gouverner, parce que vous friserez toujours l'isolement, étant entendu que tout parti politique aspire à la prise de pouvoir. Est-ce que vous pensez que en adoptant cette attitude, en fait, ce qui est repoussé par la communauté internationale, dont je parle des impérialistes notamment, je ne parle pas des Africains qui aiment leur continent, est-ce que vous pensez que demain, si vous arrivez justement de prendre le pouvoir, l'attitude de la communauté internationale pourrait changer? Ça, c'est de un. Et une sous-question dans cette question. Alors, d'aucuns affirment que, apparemment, Laurent Gbagbo est un parti, et que, en fait, il n'a pratiquement pas fait grand-chose pendant les 10 années, et que Dieu merci, le président Ouattara est là, il travaille, Abidjan brille à nouveau. Et ça, comment vous réagirez par rapport à cela? Et je voudrais aussi dire que quand vous avez dit que vous vous êtes constitué en un parti résistant à l'impérialisme international, est-ce que vous n'avez pas vu aussi qu'au finish, le président Gbagbo avait presque tout lâché aux multinationales françaises pour qu'enfin il puisse gouverner en ce temps-là? Bon, je m'arrête d'abord là et puis je reviendrai sur d'autres questions pour ne pas trop embrouiller justement la discussion. Voilà, merci. Merci. Je commencerai par la situation interne au FPI. Est-ce qu'il y a encore des cadres après les départs? Vous savez, il y a une expression que nous aimons bien en Côte d'Ivoire qui dit est-ce que dans une communauté il peut y avoir, quel que soit le cataclysme, ou si vous voulez le tsunami, ou l'épidémie qui peut ravager, toute une communauté ne disparaît pas. Au FPI, c'est vrai qu'il y a eu des départs, il y a eu des saignées. Vous avez cité 2. Je voudrais vous dire que fondamentalement, au FPI, il y a encore des centaines de fleurs. Et parmi ces centaines de fleurs, vous avez parlé de Simone Gbagbo qui est dans les liens de la détention, condamné à 20 ans de prison, à 10 ans d'interdiction de comment on appelle ça, de droit civique, etc. C'est inédit, mais c'est ça. Donc, il y a Simone, il y a Sangaré Aboudraman, il y a Hubert Oulay. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que Danon Djedje vient d'être élargi. Il y a les camarades Achouadou, en exil, Émile Guillaume, pour ne parler que de ceux d'une certaine génération. Mais la jeune génération, nous avons des jeunes comme Kwa Justin, Damana Picasse, des jeunes dames, des jeunes hommes qui sont là. C'est vrai qu'ils n'étaient pas des responsables au pouvoir lorsque nous étions aux affaires, ni ministres, mais ce sont des jeunes animateurs et ils sont là.
Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a plus de cadre. Au contraire, aujourd'hui, avec la rupture que nous avons opérée en notre sein, tous ceux et celles qui croient encore à la lutte pour que nous transformions notre société, ils sont encore plus nombreux. Donc, je vous ai donné quelques noms. De deux, si je ne parle pas souvent de Simone et de Gbagbo, c'est parce que quand je parle de Gbagbo, pour moi, ça va de soi. Mais quand on cite surtout ceux qui sont privés de liberté, moi, je commence toujours par Laurent Gbagbo, qui est pour moi le symbole. Donc, je n'ai pas oublié Simone et Gbagbo, et on en parle tous les jours. Dans quelles conditions elle vit? Mais dans les conditions d'une réclusion, avec en dehors de sa famille, moi qui suis son camarade de combat, j'ai pas pu, son compagnon, j'ai pas pu, jusqu'à ce jour, lorsque j'ai recouvré la liberté en 2013, j'ai pas pu lui rendre visite, et je ne peux toujours pas lui rendre visite. Voilà. Mais elle est là. Elle se porte moralement bien. Évidemment, on ne peut pas dire quelqu'un est bien en prison. Voilà. Votre deuxième réaction, c'est par rapport à notre attachement à la souveraineté. C'est-à-dire ce que j'ai dit, toute domination sur la Côte d'Ivoire. Il y a un pendant que je vais développer par rapport à nos relations avec la France. Oui, mais non, je ne crois pas que ce serait nous faire un procès qui n'est pas juste. Quand on dit que nous sommes attachés à la souveraineté, prenez bien les grandes multinationales du monde, il y a toujours un pays d'où est partie cette multinationale. Je suis actuellement ici, aux États-Unis d'Amérique. Je regrette que ATT, qui est dans le monde entier, on parle d'abord des États-Unis. C'est pas contre la souveraineté. C'est même pour cela que le président Gbagbo a régulièrement répété que ce que nous voulons, c'est que ce soit, quand on parle de notre souveraineté, c'est que nous devons décider d'avoir des relations avec tel ou tel pays, mais l'exclusivité qui vient de notre histoire avec l'ancienne métropole qu'est la France, cette exclusivité-là, on ne peut pas avoir un marché captif pour un seul individu. Le marché, il est ouvert. Celui qui est compétitif, nous, on fait affaire avec lui. C'est ce que le président Gbagbo a tenté humblement. Nous sommes ouverts à la Chine, nous sommes ouverts à l'Inde. Lorsque nous étions aux affaires, nous étions en train de tenter de nous ouvrir à certains pays de l'Amérique latine, dont les économies sont des économies qu'on appelle des pays émergents. Notre souhait, c'est ça. C'est ce que nous appelons comme toute forme de domination. C'est-à-dire que nous ne soyons pas un marché captif pour. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés aux affaires entre 2000 et 2002, période où nous avons géré exclusivement, même en nous ouvrant à d'autres forces politiques, nous n'avons remis en cause aucun contrat avec les entreprises françaises. Et c'est même justement pendant cette période-là que une rébellion a été montée de toutes pièces avec une base arrière que vous connaissez. Nous n'avons remis en cause aucun autre contrat, évidemment. Est-ce que nous avons demandé? Nous avons même réussi, et c'est nous qui l'avons initié quand nous sommes arrivés aux affaires, les sociétés de téléphonie mobile ne payaient pas de redevance. Aujourd'hui, j'ai appris que le nouveau gouvernement a pratiquement doublé la redevance. Nous avons, par une loi, parce que ça existe dans tous les pays du monde, ces sociétés qui font de belles affaires ne payaient pratiquement rien. Nous avons demandé, et la loi a été votée, j'étais député, donc je connais cette loi un peu. Nous avons voté une loi pour que ces entreprises qui sont sur le territoire ivoirien et qui font des affaires puissent payer une redevance. Ça, nous l'avons fait. Mais dire que avec les entreprises françaises, nous avons remis en cause des contrats, ce serait un peu... Le contrat du troisième pont était en cours
bon, on avait d'autres voies. Notre option, c'était que ce pont-là ne soit pas en pleine ville un pont à péage. Bon. Et puis bon, les choses n'ont pas évolué dans le sens que nous voulions. Nous avions, au niveau économique, repris langue avec l'ensemble des institutions financières internationales. Et vous savez autant que moi que en 2010, nous étions presque sur le point d'achèvement de pays pauvres très endettés, le PTE. Voilà donc ce que nous avions fait. Alors, quand on dit aujourd'hui, nous n'avons rien fait, oui, dans un contexte. La moitié de notre territoire était livré à des prédateurs. Et malgré cela, nous payons le service de la dette. Malgré cela, je pense que l'essentiel des services sociaux plus ou moins fonctionnaient. L'électrification avait même pris un petit envol. Malgré cela, les fonctionnaires étaient payés régulièrement, y compris certains qui s'étaient installés dans la zone qu'on appelait la zone centre, nord et ouest. Et malgré cela, les études étaient en cours pour réaliser ce que ceux qui sont arrivés, ils ne peuvent pas arriver aux affaires en 2011 et dire qu'ils sont en train de bâtir. Cela suppose qu'au moins les plans ont été montés, les financements ont été trouvés. Nous sommes des républicains, c'est-à-dire respectueux de la République. Et la République, comme l'État, c'est une continuité. Et ce que les autres ont posé lorsque nous sommes arrivés, nous avons reconnu que c'est eux qui ont commencé et puis nous on a achevé. Puisque les contribuables continuent de payer les impôts. Même si à l'époque, je veux parler de 2010, ceux qui sont aujourd'hui d'affaires, par rapport à un certain nombre d'impôts et d'impôts fonciers en particulier, le bénéfice commercial et industriel, ils avaient donné des mots d'ordre en tant que dans l'opposition pour que les contribuables ne payent pas. Mais donc, ce n'est que l'État qui continue, c'est pas sorti de laboratoire de magiciens, et puis tout ça, la bigamberie, oui. La bigamberie avec elle, est-ce qu'il y a une rébellion? Est-ce que le pays est coupé en deux? Voilà, c'est ça qui permet de mesurer, de comprendre les efforts. Je dis pas que rien n'est fait, que c'est... Non, mais venir dire, et ça c'est quand même un peu trop, que dites-moi, les magiciens sont venus et puis on a tout transformé, ce n'est pas vrai. S'il n'y avait pas de base, à moins que ce soit des générations spontanées, je ne crois pas que dans l'histoire des communautés humaines, il y a des générations spontanées. Ce qui se fait là, il y a une base, il y a eu des suites et peut-être il y a des points d'achèvement. Oui, ça, on peut le reconnaître, chacun y a contribué. Il y a des hôpitaux qui ont été inaugurés récemment, sans même citer, ou des ponts dont la livraison a été achevée, au moins, comme si de rien n'était, que c'est quelqu'un qui a inventé. Non, on n'invente pas. Voilà ce que je voudrais vous dire. Moi, politiquement, je trouve ça un peu affligeant. C'est quand même un peu... C'est une forme d'indigence, c'est pas juste. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur l'ensemble de ces deux questions, mais la deuxième avait deux volets, les faits et puis les réalisations, Abidjan qui est illuminé. Voilà. Dans quel contexte? Monsieur Raphaël Maniga, d'accord, très bien. Monsieur Raphaël Maniga, merci pour vos questions. Nous allons aller du côté d'un autre membre du panel. Il nous reste à peu près une demi-heure. Ensuite, nous allons demander à notre invité de présenter son mot de la fin. Alors, nous avons monsieur Gustave, voilà, monsieur Gustave Biaké qui est en ligne. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, cher ami, cher camarade. Je m'appelle Gustave Biaka. Je voudrais... Biaka, pardonnez-moi. Si, c'est pas grave. Je voudrais remercier le camarade Akoum, doublement camarade, parce que nous étions aussi ici ensemble et nous sommes aujourd'hui au FPI. Je voudrais vraiment lui dire
merci d'être là. Et j'ai 3 questions pour lui. La première, d'abord, je suis la bienvenue. Je voudrais savoir si le camarade a un programme avec les sénateurs et ou bien avec les autorités de ce pays. Je vais expliquer la question plus tard. La deuxième question... J'y réponds. Ah bon, d'accord. Oui. La deuxième question, c'est que le camarade nous dit que nous nous préparons. Je voudrais savoir comment. Je voudrais savoir d'abord si, au sein de mon parti, nous sommes informés que le président Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara, le chef de l'État, a fait un programme qui est déjà achevé pour 2020 et 2025, avec son groupe, la communauté internationale. Je voudrais savoir s'ils savent que dans le programme qu'ils ont conçu, il y aura un parti fort, un parti unifié entre le RDR et le RHDP. Mais ceux qui vont se retirer vont peut-être aller de l'autre côté. Mais ils ont mis sur pied ils vont mettre sur pied un parti fort qui va gouverner, qui va prendre la place de M. Alassane en 2020 et en 2025. Je voudrais aussi savoir si mon parti sait que M. Alassane Ouattara, dans le plan de la communauté internationale, n'est pas là pour faire la réconciliation. Et que c'est en 2020 que la réconciliation va commencer. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que nous nous préparons. Puisque au dire de nos camarades, tout ça, l'impression me vient que on n'a pas beaucoup appris que ce monde-là est gouverné et que parmi les gouvernements-là, il nous faut au moins 2 pour qu'on puisse aboutir à notre projet de gouvernement. Cela donc amène à ma 3e question. Est-ce que mon parti que j'aime tant, aujourd'hui, fait des efforts pour s'attacher ou bien entrer en amitié avec certains gestionnaires de ce monde-là? Je vais parler, dans mon exemple, de la Russie, qui a mis sur pied le BRICS. Et si la communauté internationale nous prend comme des frondeurs, parce que notre nom, le Front populaire, pour eux, nous ne sommes que des frondeurs. Et comme nous n'avons pas la possibilité, et c'est ce que je reproche à mes camarades quand nous sommes toujours quand je leur parle, nous ne sommes pas dans la communication pour dire exactement ce qui se passe dans notre pays, alors les gens ne savent pas, ou du moins ils le savent, mais ils ne veulent rien faire et ils font savoir ce que les autres veulent se faire savoir. Donc ma question, est-ce qu'on a aujourd'hui, on cherche à avoir des alliés? La dernière question. Je remercie le camarade et je vous remercie, cher frère. C'est nous. Merci. Monsieur Laurent, merci pour la... Oui, je commencerai peut-être par la dernière, puis je peux remonter à la première. Oui, tout parti, hein, et ça, il faudrait que votre panéliste le retienne. Tous ceux qui disent le pouvoir doivent, que ce soit en interne ou en externe, chercher ceux avec qui ils peuvent véritablement. Ce n'est pas vrai de faire, de dire qu'au FPI, nous n'avons pas voulu élargir nos alliances. Le FPI, c'est le parti. Et c'est ce parti qui, par un programme, arrive au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir d'État, ce n'est pas le parti État. Donc, il y a la diplomatie faite par l'État. Et ce sont les positions que le président Gbagbo a affirmées partout où il allait. Je vous ai parlé de l'Inde, je vous ai parlé de la Chine, avec qui nous avons ouvert un certain nombre de rapports en tant qu'État. Et donc, les rapports entre un État et les rapports d'un parti avec des partis qui peuvent être au pouvoir ou être dans l'opposition dans certaines parties du monde, c'est pas les mêmes types de rapports. Oui, nous essayons et nous sommes en train d'essayer de développer des relations
avec d'autres partis du monde et principalement les partis membres des BRICS, comme on le dit. Mais n'oubliez pas que dans les BRICS, un pays comme l'Afrique du Sud, l'ANC et nous avons des relations. Et si vous avez vu le poids du président Thabo Mbeki dans notre crise à partir du 9 novembre 2011 et tous les développements qui nous ont amenés, le 9 novembre 2004, autant pour moi, 9 novembre 2004, et tous les développements qu'on a pu faire jusqu'à aller à Ouaga, c'est aussi directement cette manière-là. Donc nous sommes maintenant dans notre programme, nous disons qu'il faut que, à l'époque on parlait des rapports, des relations sud-sud, il nous faut développer aujourd'hui, et si nous arrivons aux affaires, avoir des rapports un peu plus soutenus avec les BRICS. Donc il y a le Brésil, il y a la Russie, comme tout à l'heure vous le dites, le panéliste le disait, il y a aussi et surtout les pays comme l'Afrique du Sud et l'Inde. Donc nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut ouvrir. Nous savons que le monde n'est pas aujourd'hui, même s'il paraît unipolaire, comme on le voit, avec bien sûr les États-Unis qui dominent, mais il y a d'autres forces. Et les BRICS constituent une force. Mais bien sûr, dans toute force, il y a des contradictions internes. Et ça, on essaie de les apprécier. Mais avec les partis dans ces différents pays-là, nous essayons de développer pour préparer notre retour aux affaires. Alors, par rapport au retour aux affaires, le panéliste dit que... Oui, non, je ne voulais pas, je le vois bien, je le connais, mais c'est pour rester très, très protocolaire dans le cadre d'un échange. Donc, que M. Ouattara a un programme 2020, d'abord un parti fort unifié, il faut se méfier de tous ceux qui se précipitent. Parce que regardez déjà ce qui se passe en leur sein au niveau du RHDP pour en arriver à un parti unifié. Nous, notre rôle, c'est de continuer de rester un parti de rassemblement. Parce que pour nous, le rassemblement, étant un parti de gauche,